Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau Daily d'opinion. Aujourd'hui, nous allons parler essentiellement de quelques pays européens, notamment la Roumanie, l'Allemagne et puis la Grande-Bretagne aussi, le Royaume-Uni. On va commencer par la Roumanie parce que il y a quelque temps, vous avez déjà parlé de cette élection présidentielle qui s'était déroulé, dont le premier tour s'était déroulé en novembre dernier, novembre 2024 donc. Ce qui s'était passé, c'est que le candidat qui est arrivé en tête, Georgescu, s'est fait en fait au final interdire. C'est-à-dire que déjà dans un premier temps, le scrutin a été annulé pour cause de fraude, pas de fraude électorale directement, mais c'est-à-dire que ils étaient suspectés, les équipes de Georgescu étaient suspectées d'avoir reçu des fonds russes, notamment pour... ça n'a jamais été prouvé. Il y avait beaucoup de trucs TikTok. En fait, ils sentaient des pieds russes, quoi. Voilà, exactement. Non seulement ça n'a pas été prouvé, mais en plus de ça, j'ai pas réussi à avoir vraiment de dernières nouvelles là-dessus, mais j'ai vu passer il y a quelques semaines que dans l'enquête là-dessus, certains disaient que c'était le parti de centre-droit historique, donc le Parti national libéral, qui en fait avait fait financer cette campagne sur TikTok, c'est-à-dire c'était une sorte de mouvement de 142 QI, mais qui n'arrive pas du tout à ses fins, je fais monter un opposant pro-russe pour moi essayer de m'en sortir davantage dans cette élection. Évidemment, c'est l'exact inverse qui s'est passé, ça a en quelque sorte trop bien marché, en tout cas, si cette comme Israël qui avait créé le Hamas. Oui, voilà. Pour emmerder le Fatah, ça a été un gros succès. Ça aussi. C'est ça, voilà, immense succès. Et donc, ce qui s'est passé, Georgescu avait eu 22%. Ce qui s'était passé dans les tout premiers jours qui ont suivi ce résultat, c'est que tout le monde s'est dit, bon, qu'est-ce qui se passe ? Je comprends pas. On se met tous ensemble contre ce candidat. Ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Donc, tout le monde était derrière la candidate d'en face, Elena Lasconi, qui était la maire d'une petite ville de 50 000 habitants. Et derrière, ce qui s'est passé, c'est que dans les sondages, on a commencé à voir que même quand tout le monde se mettait contre lui, possiblement il allait gagner l'élection. C'est peut-être si tout le monde se mettait contre lui qu'il allait gagner l'élection. Ça risque de nous arriver en France un jour. Si tous les partis de gouvernement disent qu'il ne faut pas voter pour un gars, tout le monde va se précipiter pour aller voter pour lui, non ? Exactement. Et donc ce qui s'est passé juste après ça, c'est que carrément la Cour constitutionnelle a dit vous savez quoi, on annule le scrutin, on le reporte pour mai prochain. Et on va changer le peuple entre les deux. On va essayer, mais c'était peut-être un petit peu trop court. Beaucoup de gens ont critiqué cette décision, même son opposante, Elena Lasconi, avait critiqué cette décision. Et surtout Vance. Évidemment, j'ai dit Vance, beaucoup de gens l'ont critiqué, même dans le paysage politique roumain. C'est dire à quel point c'était quand même très très discutable. Et donc, une nouvelle élection était ensuite prévue pour les 4 et 18 mai 2025. Donc le 4 mai, c'est déjà passé. Donc il y a eu le premier tour. Ce qui s'est passé donc entre-temps, c'est que Georgescu a essayé de se représenter, la Cour constitutionnelle a rejeté son recours, en plus de ça le 11 mars, donc cette fois-ci c'était mort pour lui, et derrière c'est un autre candidat, à savoir, comment il s'appelle, Georges Simion, ou Simeone peut-être, qui s'est proposé pour remplacer un peu la candidature de Georgescu. Il s'était déjà présenté au scrutin précédent, pour le parti AUR, il avait obtenu 14% des voix, ce qui est pas rien non plus, mais qui était Georgescu il était à 22 je crois, et lui à 14. Et alors lui, Georges Simione, c'est un politique plus professionnel qui a un parti qui existait déjà auparavant, c'est un peu un Jean-Marie Le Pen local entre guillemets, et lui, sa candidature elle a été acceptée par le bureau, et donc à ce moment-là une toute autre élection commence. L'autre candidate aussi qui était là au second tour, Lasconi, celle-là elle se fait complètement lâcher par ses électeurs et puis par son parti. On a un nouveau candidat, Crin Antonescu, qui se présente sous 3 étiquettes différentes, dont celle du Parti national libéral et celle du Parti social-démocrate. Donc là, c'est comme si LR et le PS présentaient un candidat commun. Donc c'est dire à quel point ils essayent de pas perdre la face, et à quel point leur opposition est vraiment... La face, ils s'en foutent des élections, oui. Oui, c'est ça, oui. Non, mais... ils veulent pas perdre et ça montre à quel point, parce que c'est les deux grands partis historiques du pays depuis la chute du mur de Berlin, enfin depuis la chute du régime précédent. Donc c'était le principal clivage, c'était entre ces deux partis-là, et là ils se mettent ensemble pour une élection. C'est dire à quel point cette opposition est totalement factice, quoi. C'est-à-dire qu'on en revient à ce que j'ai souvent dit, vous savez, dans tous les élections, ce qui compte,
C'est plus la gauche et la droite, c'est les hommes des arbres et les hommes des bateaux. Et on voit très bien que les hommes des bateaux sont en déroute partout, sauf au Canada d'ailleurs. Ouais, oui, les Canadiens, ils sont peut-être un peu longs à comprendre, mais je sais pas. Et donc, les hommes des arbres sont en train de ratatiner tout le monde, parce que c'est la même chose un petit peu en Italie, ça a été la même chose en Allemagne maintenant. Le nouveau Premier ministre est à peu près populaire que Ceausescu en Germanie il y a une quarantaine d'années, quoi. En Allemagne, je veux dire en Roumanie, bref. Ouais. Donc je veux dire, c'est marrant qu'on continue à avoir ces distinctions gauche-droite, alors qu'elles correspondent plus du tout au scénario politique qu'il y a dans le pays, quoi. Ouais. C'est-à-dire que moi, je crois encore en une gauche et une droite, mais c'est clair que c'est plus du tout la même gauche et plus du tout la même droite, ça ne veut plus du tout dire la même chose. Et les gauches et droites, effectivement, qu'on a connues, notamment post-mur de Berlin, aujourd'hui, c'est plus du tout le clivage. Il y en a un qui est pour les pertes de souveraineté du pays, pour des gouvernements qui sont faits à l'extérieur, et l'autre qui est pour le maintien de la souveraineté de chaque pays. Alors, c'est plus... Est-ce que quelqu'un qui est pour la souveraineté du pays est automatiquement de droite? Aujourd'hui, je dirais que oui, globalement, mais un peu par défaut. Ça a été pris par les... Oui, mais enfin, si vous voulez, dans le bon vieux temps... je sais pas, mais Georges Marchais, il était très partisan de la souveraineté, sauf quand c'était la Russie, mais enfin l'Union soviétique. C'est vrai, mais c'est pour ça que les clivages ont vraiment changé et qu'aujourd'hui, ce qui faisait que vous étiez de gauche il y a 50 ans ne fait plus du tout que vous êtes de gauche aujourd'hui. Vous pouvez tout à fait. D'ailleurs, la plupart des électeurs du Rassemblement national en France sont d'anciens électeurs du Parti communiste. Enfin, bien sûr, bien sûr. Et donc au final, le 4 mai, les résultats sont les suivants. Donc Georges Simeon, 41%, Nicu Sordan, 21%. Donc lui, c'est le maire de Bucarest, plutôt centriste. Et Antonescu, donc la tentative de LR et PS roumain, lui a obtenu 20%. Donc il ne sera pas présent au second tour. Donc le second tour opposera Simeon, 41%, et le maire de Bucarest, 21%. Et là-dessus aussi, les sondages sur le deuxième tour sont assez partagés. Globalement, ils estiment que Simeon devrait gagner. Alors, pas d'une très grosse marge, mais après, on peut aussi se demander si les sondages ne le sous-estiment pas, parce que c'était le cas pour le premier tour. Il estimait plutôt entre 30 et 35%, il a fait 41%, donc là aussi, on peut se dire, il part avec un avantage substantiel. C'est toujours la même chose, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que probablement plus d'un électeur sur deux en Roumanie qui veut être gouverné par des Roumains, quoi. Oui. Et à ce moment-là, tous ceux qui avaient des doutes, sans les 20% qui n'ont pas été, les 12% qui n'ont pas été choisis, j'en sais rien. Enfin, je sais pas, mais il me semble que, comme disait Coluche, l'Afrique aux Africains, si on dit la France aux Français, on est un gros raciste. Oui. Et si on dit la France aux Africains, donc la Roumanie aux Roumains, on a peut-être le droit de le dire, non? Oui. Je sais pas, parce qu'ils sont pas à Bruxelles, en tout cas. Oui. Oui, non, mais c'est clair que c'est exactement le message qu'ils ont envie d'envoyer. Alors après, encore une fois, ça ne veut pas dire que ce candidat est absolument parfait. Évidemment, de loin, tout a l'air plus amélioratif parce qu'on voit peut-être moins les mauvais aspects. Pour certains, ça va être l'inverse parce que tout va passer par le filtre presse écrite, LCI, machin. Donc ceux-là auront nécessairement un préjugé très négatif. Vous savez, il y a des tas de gens aussi, même en France, mais surtout peut-être en Roumanie. Si les équivalents locaux de LCI, etc., disent du bien du candidat qui est en position avec M. Simeone, là, ils vont se dire, si ceux-là disent du bien, moi je vais voter pour l'autre. Parce qu'ils ont connu le parti unique là-bas. Ils savent ce que c'est. Hein. Oui, absolument. Mais c'est exactement ce qui s'est passé là en l'espace de quelques semaines. C'est-à-dire qu'on leur a dit, il faut surtout pas voter pour ce gars. Et ce qu'ils ont compris, c'est qu'il faut absolument voter pour ce gars. Si on veut se débarrasser de ceux qui nous disent qu'il ne faut pas voter pour lui, il faut absolument voter pour lui. Oui, c'est exactement ça. Donc, je ne sais pas exactement ce qui explique ce comportement-là, parce que c'est pas un comportement qu'ils avaient auparavant. Mais en tout cas, ça a été très rapide et ils sont vraiment très très réactifs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on revient encore une fois à un grand penseur de la pensée de la science politique, qui est Coluche. Il disait toujours, si les élections servaient à quelque chose, il y a longtemps qu'il les aurait interdites. Ouais. Et là, ça commence vraiment à servir à quelque chose. Il y a eu deux surprises. Ouais. Et vous remarquerez qu'ils ont vraiment
Ils aimeraient bien les interdire maintenant, les élections. Quoi. Oui, bien sûr. Donc, à partir du moment où les élections servent à quelque chose, on sent bien que la classe politique à Bruxelles dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Bien sûr. C'est exactement ce qu'on discutait, ce dont on discutait quand on avait évoqué précédemment cette élection et l'interdiction du candidat Georgescu. C'est que ce candidat faisait une campagne parfaitement librement. Il était crédité à 5% des intentions de vote. Tout le monde s'en fichait. Donc, personne n'avait... Au contraire, il était utile parce que ça prouvait que on laissait parler la droite. Absolument. Mais à partir du moment où la droite est élue, ça va plus du tout. Voilà. Et à partir du moment où il accède au second tour, ça va pas. À partir du moment où il est donné gagnant du second tour, ça va pas du tout. Donc à ce moment-là, il faut interdire la personne et puis il faut refaire l'élection, quoi. Il y avait vraiment pas d'autre. C'est ce qu'ils sont en train de faire en Allemagne avec l'AfD, là. C'est qui sont en train de quasiment d'interdire, quoi. C'est sympa, ça. C'est une bonne idée dans le fond de. Il n'y a que les gens dont on est certain qu'ils vont bien voter qui devraient être autorisés à voter. Oui, c'est exactement ce qui se passe en Allemagne, effectivement. C'est-à-dire que là, j'ai plus le terme exact, mais l'AfD a été classée... parti d'extrême droite, c'est-à-dire susceptible d'être surveillé par la police à tout moment. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'ils vont avoir... La police allemande va avoir accès à tout un tas de messageries privées, etc. Donc, c'est un régime particulier. Et on reparlera d'ailleurs... Moi, je sais pas, les régimes particuliers en Allemagne, je pensais qu'ils avaient déjà donné, non ? Ouais, mais alors en fait, l'Allemagne, j'ai remarqué à chaque fois qu'ils ont un projet, ils y vont vraiment à fond. Que ce soit la social-démocratie ou alors les Verts, l'Allemagne nazie, ils choisissent un projet, ils y vont vraiment. Voilà. Et d'ailleurs, c'est les Allemands aussi qui ont pensé le communisme. Hein. C'était un philosophe allemand, indeed. Qui n'avait pas très bien compris ni Ricardo ni Adam Smith, mais ça c'est un autre débat. Ouais, donc c'est un peuple un petit peu extrême, quoi. Faut faire attention aux Allemands. Mais vous savez, je parle pas l'allemand, mais on m'a dit que c'était un pays où dans le fond les verbes apparaissaient le verbe apparaissait à la fin de la phrase, donc vous comprenez pas ce que dit un Allemand tant qu'il n'a pas fini sa phrase, quoi. Et peut-être qu'il y a des moments où il s'arrête trop tôt, quoi. Nous c'est l'inverse, on peut arrêter la tout phrase. D'avant même qu'il ait parlé, on sait ce qu'il va dire. Oui, c'est ça. Donc c'est pas la peine. Puis on est beaucoup plus expressif aussi, donc on comprend très, très rapidement. C'est un peu comme les Italiens d'ailleurs. Là-dessus, on se comprend plutôt bien. Enfin voilà, je vais pas refaire derrière tout le programme du type en question, Simeon, surtout que sa candidature, comme elle est très spéciale, en fait, le but spécifique, c'est surtout de mettre au pouvoir Georgescu, que ce soit par l'intermédiaire d'un référendum, ou alors en le mettant à la tête du gouvernement. C'est-à-dire que Simeon serait président, puisqu'il aurait été élu comme tel, et Georgescu serait Premier ministre. Donc les gens votent aussi et surtout pour ça, quoi. Parce que derrière, par exemple, j'ai vu que ce candidat, Georges Simeon, était favorable à l'unification de la Roumanie avec la Moldavie, ce qui fait qu'il est interdit de territoire moldave, et il voudrait aussi récupérer des territoires historiques de l'Ukraine et de la Bulgarie. Donc là-dessus, là, c'est très intéressant parce que quand vous regardez la chute de l'Union soviétique, il y avait, prenez l'Ukraine. Bon, l'Ukraine, il y avait un tiers là-bas à l'est qui étaient des Russes, russophones. Ouais. Au milieu, vous avez, mettons, les Ukrainiens. Puis là-bas, la Galicie, tout ça, à l'ouest, oui. Et la Galicie, c'était les Polonais. Au bas, c'est les Hongrois. Donc, partout dans cette zone des Balkans, vous avez toujours eu des espèces de poches de population qui peuvent varier. Il y avait des Allemands, puis il y avait des Polonais, puis il y avait parce que tout ça, ils sont mis sur la gueule pendant 2000 ans, mais c'est pas très net. Et c'est très difficile de faire un pays, un découpage des frontières qui englobe pas des minorités très fortes d'un autre pays. Par exemple, la Lettonie, tout ça, là-bas, ils ont plein de Russes, donc ils ne savent pas trop quoi en foutre, mais ils n'ont pas de droit, enfin, c'est qui n'est pas bien normal. Donc, c'est une zone naturellement instable. Oui. Et donc, vous pouvez avoir des gars, c'est comme ça qu'Hitler avait commencé la guerre, c'était avec les Allemands des Sudètes. Il avait été, parce qu'il y avait beaucoup d'Allemands qui étaient de la Tchécoslovaquie, il avait été les chercher, et puis voilà, quoi. Donc, le principe de base de la diplomatie française depuis très longtemps, depuis Napoléon III, c'était le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, je ne connais pas le coin, mais s'il y a la Roumanie, et comment vous avez appelé ça, juste à côté, qui était le même pays à
Ouais, la Moldavie. La Moldavie qui était le même pays il y a 50 ans ou 100 ans, pourquoi on les empêcherait de redevenir le même pays? Oui, j'ai vu par exemple une carte de la Hongrie en 1940 et une carte de la Hongrie en 1945. La Hongrie avait perdu 65% de son territoire. Ouais. Et donc il y en a une partie qui était partie à l'Ukraine, une autre à la Pologne, une autre à je ne sais pas qui. Donc vous avez des Hongrois maintenant en Ukraine qui sont dans le sud là-bas, qui ont envie d'être Hongrois, d'être Ukrainiens comme moi, quoi. Ça les intéresse pas. Donc c'est des zones naturellement instables, quoi. Oui, c'est clair. C'est un coin très très instable où les frontières ont énormément bougé dans l'histoire. Et ce qu'a fait la Tchécoslovaquie, c'est qu'ils s'étaient dit, bon, les Slovaques et les Tchèques, on n'est pas pareil, on se sépare gentiment, et ça a été fait sans guerre. Ouais. Mais pourquoi il n'y a pas des espèces de référendums partout pour savoir, bon, il y a eu l'Empire russe, là, non, on va essayer de... Avec qui vous préférez être, quoi. Ce serait peut-être mieux que de se mettre sur la gueule, quoi. Ah oui, c'est sûr, ce serait beaucoup plus sain, oui, c'est sûr. Mais le problème de la région, c'est que chaque pays peut dire, moi j'ai perdu 50% de mon territoire depuis je sais pas quand, et à chaque fois on prend comme référence le point dans l'histoire où on avait le territoire le plus grand en se disant, regardez tout ce qu'on nous a pris. Oui, d'accord, mais regardez ce que vous avez pris. Si on demandait aux populations locales, ils pourraient peut-être répondre un peu plus intelligemment. Ouais. Mais en même temps, ça ne ferait pas les affaires des industries d'armement, ça. Non, c'est clair. Il vaut mieux que les frontières soient les plus instables possibles. Oui, c'est mieux pour les affaires, tout de même. C'est ce que Hergé avait montré dans... Quel bouquin où il y avait le trafiquant d'armes, là, je ne sais plus comment il s'appelait. C'était... Enfin bref, je le retrouve. Dans Tintin. Dans Tintin, oui, c'était dans un Tintin qui se passait en Amérique du Sud. Alors, c'était... Les Picaros... non, c'était le dernier, les Picaros. Alors, c'était... l'oreille cassée. L'oreille cassée, ouais. C'est l'oreille cassée, oui, c'est ça. Avec le général... le général Tapioca, oui. Voilà, exactement, le général Tapioca. On a des lettres, on n'en a pas. Hein, mais enfin... on est des lettrés, ici. Enfin voilà, c'est intéressant, c'est pas tellement ce qui se passe dans le pays, c'est ce que ça illustre. Comme mouvement de fond. Comme c'est pas façon de gouverner de Bruxelles et tout. C'est-à-dire que toute contestation de Bruxelles est perçue comme une crise de lèse-majesté. Et ce qui est intéressant aussi, c'est pas du tout le personnage qui est Georges Simeon, c'est pourquoi les Roumains votent-ils. C'est vraiment à ça qu'on s'attache. Et aussi, il a une autre proposition que je trouve intéressante, c'est qu'il cherche à bâtir une alliance des pays européens qui serait MAGA compatible. C'est-à-dire qui voudrait se rapprocher des États-Unis, appelons par leur nom. Ouais. Par exemple, Giorgia Meloni a plutôt de bonnes relations avec Donald Trump, donc je pense qu'il y a plusieurs pays européens qui ont envie de se greffer un peu à ce genre de relations. Giorgia Meloni, comment elle s'appelle, Orban. Ouais. Les Polonais, c'est pas net, mais il va y avoir des élections. Oui. Ça va être intéressant, les élections en Pologne aussi. Oui, absolument. On en parlera aussi, évidemment. Ensuite, je voudrais parler du Royaume-Uni. Alors, il se passe des choses. On pourrait croire qu'il ne se passe strictement rien au Royaume-Uni. Voilà, il s'en passe des choses en ce moment. Et il s'en passe. Alors, on se souvient déjà, petit récapitulatif encore une fois, en juillet dernier, les Britanniques étaient donc invités à décider de qui allait diriger le pays, donc au poste de Premier ministre, et quelle majorité allait être élue au Parlement. Alors, les travaillistes de Keir Starmer l'avaient emporté avec 34% des voix, face à une droite très divisée entre conservateurs et puis le Reform de Nigel Farage. Et on l'avait commenté en long, en large, en travers. L'issue du scrutin était que les travaillistes ont eu une majorité des plus confortables de leur histoire, tout en ayant eu quand même moins de votes en valeur absolue que lors de leur élection précédente, qui pourtant avait été un fiasco absolu. En 2019. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu le truc habituel que vous avez dans toutes les villes, du style Avignon, que je connais bien, etc. C'est que la droite représente 60% des voix, la gauche représente 40%. Mais la droite se débrouille pour être divisée en deux, pour être 31-29. Voilà. Et donc, on a des municipalités de gauche depuis 25 ans partout dans la région, parce que les deux partis de droite, c'est-à-dire la droite de gouvernement et la droite hors les murs, là, peuvent pas se voir et se mettre sur la gueule. Quoi. Ouais. Donc, on a eu la même chose. Donc, avec 34% des voix, ils
ont eu les 2 tiers des députés. Exactement. Et c'est un truc qui a été en plus amplifié grâce au mode de scrutin. C'est uninominal majoritaire à un tour. Alors voilà, c'est vite fait. Exactement. Donc vous avez, si vous avez une tripartition totale et que dans une circonscription vous avez 34%, 33%, 33%, et c'est le type qui a eu 34% qui remporte l'ensemble. À ce moment-là, par exemple en France, si on avait ce genre de scrutin, le parti de Madame Le Pen aurait 450 députés à la Chambre. Oui, ouais. Il serait majoritaire. Et ce serait énorme, effectivement. Et en plus tout en étant minoritaire dans le pays. Tout en étant minoritaire dans le pays. C'est toujours dangereux. Oui, effectivement. Et c'est exactement ce qu'on retrouve aujourd'hui au Royaume-Uni. Donc, en plus de ça, il y avait une chute de la participation de 7,5 points par rapport au scrutin précédent. En face, la division de l'électorat de droite conservateur, donc qui a provoqué cette victoire des travaillistes, mais sans pour autant que les travaillistes soient véritablement populaires dans le pays. Donc, c'est-à-dire qu'on a eu un drame de la démocratie qui est classique, qui a eu un système qui est légalement élu, mais qui n'est pas du tout légitime. Tout à fait, absolument, c'est exactement ça. Et Reform, donc le parti de Nigel Farage avait obtenu 14,3% des suffrages et avait envoyé seulement 5 personnes au Parlement. Quant aux conservateurs de Rishi Sunak, eux, ils avaient été divisés par presque 2 par rapport à leur score précédent pour s'établir à 24%, avec 121 sièges, soit 244 de moins qu'auparavant. Donc, bien qu'ayant fait une percée assez notable en devenant la 3e force du pays, le Reform demeurait quand même quasiment inexistant au Parlement, avec seulement 5 soldats pour les représenter, dont Farage qui fait quand même forte impression, qui à lui seul il compte pour 50, et de plus avec un écart quand même de 9 points qui restait entre eux et les conservateurs, qui ont eu droit du coup à une sorte de prime d'ancienneté un peu dans ces votes-là. Mais depuis, les choses ont pas mal évolué. Étonnant ce qui se passe en Grande-Bretagne. Voilà. Alors déjà, si on regarde un petit peu, c'est sur la page 6 du document, si on regarde l'évolution des sondages, ce qu'on voit, c'est que le trait vertical, ici, entre 2024 et 2025, c'était les dernières élections, et que depuis, les intentions de vote pour les travaillistes sont absolument effondrées, pendant que celles en faveur de réforme ont largement augmenté. Donc aujourd'hui, les 3 partis sont vraiment dans un mouchoir de poche, et même plusieurs sondages donnent le réforme plutôt au-dessus des 2 autres, globalement. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment clé dans la démocratie britannique. Autrefois, vous aviez les conservateurs et les libéraux. Vous savez, ça a été tout le 19e. Oui. Hein. Voilà, et puis, les libéraux se sont fait déplacer en l'espace de 30 ou 40 ans, qui étaient quand même ceux qui avaient le gouverné le plus l'Angleterre, se sont fait déplacer par les travaillistes. C'est-à-dire qu'il y a eu un mouvement, donc ils ont été éliminés. Il n'en reste plus que maintenant qu'une dizaine à l'Assemblée, c'est tout. Et donc, ce qu'on est peut-être en train de voir, c'est émerger en Angleterre un parti, si je devais revenir à ma propre terminologie, des hommes des arbres, en disant, nous, on en a marre de tous ces trucs-là, ce qu'il faut, c'est que l'Angleterre soit gouvernée par des Anglais, et qu'on contrôle nos immigrations, on contrôle, etc. Donc, c'est pas un parti nationaliste qu'on voit émerger en Grande-Bretagne, ce que peut essayer de faire croire la gauche. C'est un parti souverainiste, ce qui est pas la même chose. Hein. Non, ils sont pas nationalistes. Farage n'est pas nationaliste. Il n'est pas nationaliste. Ils sont souverainistes. C'est pas du tout pareil. C'est comme si en France, cet animal de Chirac, à la place de nous mettre Juppé, qui était un grand incompétent, nous avait mis Seguin. Oui. Si j'ose dire, Seguin, c'était un souverainiste et c'était plutôt un homme de gauche, quoi. Donc, je crois d'ailleurs qu'être souverainiste, c'est souvent aussi être un peu un homme de gauche, parce qu'on se préoccupe du petit peuple, qui, en principe, dans les systèmes qu'on nous a bâtis de faux libéralisme, en prennent plein la tête, quoi. Donc, moi, je suis fasciné de voir monter dans la mère de toutes les démocraties, à Westminster, là, le Parlement, un parti souverainiste qui est en train de... Et ça fait des années que je suis Farage, et ça fait des années que la classe politique anglaise, les journaux, etc., minimise, insulte, se moque de Farage. Oui. Quand il était au Parlement, quand il était... Donc, c'est le type qui a la plus longue histoire d'être méprisé par toute la classe dominante en Angleterre. Oui. C'est très curieux parce que... Ça fait 15 ans, même plus que... Oui, il a commencé, tout le monde m'a dit, mais jamais on sortira d'Europe, il a réussi. Ouais. Là, il fait un parti, il dit, mais jamais on réussira à casser le truc, paf, il est en train de casser le machin. Donc,
Ça me rappelle un peu Trump, si vous voulez, que tout le monde prend comme un gros crétin, mais enfin, il est en train de faire sauter le consensus washingtonien, si j'ose dire. Farage, il est en train de faire la même chose en Angleterre. Oui, c'est ça. Il nous manque un Farage en France. Oui, il nous manque un peu un Farage, ouais. Et il est en train d'effacer vraiment la présidente, je sais pas si on dit présidente ou je sais plus quelle est la terminologie exacte, enfin la leader du parti conservateur qui est une femme noire qui a l'air au demeurant plutôt sympathique, mais c'est-à-dire en termes de charisme, il y a pas vraiment de rivalité avec Nigel Farage. Nigel Farage est vraiment largement au-dessus. Sans vouloir être raciste, etc. Mais aujourd'hui, si vous voulez, le maire de Londres est un musulman, le maire de Birmingham, je crois que la deuxième ville, est un musulman, le maire de Manchester est un musulman, et la patronne du parti conservateur est noire. Donc vous ne pouvez pas vous en pencher que si vous êtes vaguement souverainiste. Ça finit par vous agacer, non ? Oui, non, mais bien sûr. Vous êtes gouverné par je pense que ça joue dans les intentions de vote. C'est-à-dire que beaucoup d'Anglais se sentent peut-être moins représentés par une femme noire que par un homme qui est anglais depuis que l'Angleterre est anglaise, quoi. Et puis en plus, si vous voulez, qui va boire de la bière avec les copains, qui ressemble à un Anglais, qui... Donc vous avez... Le précédent Premier ministre anglais était indien. Oui, mais d'ailleurs, il y a une sorte de clivage. En fait, aujourd'hui, il y a tellement de cette immigration qui vient d'Inde et du Pakistan qu'il y a même une sorte de clivage qui se transmet derrière sur la politique. C'est-à-dire qu'à gauche, on retrouve plutôt des Pakistanais musulmans et à droite, on retrouve plutôt des Indiens. C'est plutôt ce genre de choses qu'on retrouve. D'ailleurs, le maire de Londres est pakistanais, enfin d'origine, et musulman. Et Rishi Sunak, lui, était indien et il avait une autre ministre aussi, ministre de l'Intérieur dans son gouvernement, indienne également, qui était brillante d'ailleurs. Qui était c'est drôlement doué, celle-là. Qui fermait pas sa bouche par rapport à ce que l'immigration était selon elle. Donc voilà. Et alors dans ce genre de configuration, c'est très très difficile de savoir qui l'emporterait parce que comme tout le monde est dans un mouchoir de poche, en fait à 1 ou 2 points de différence, vous pouvez avoir 50 ou 100 circonscriptions qui tombent en votre faveur. Donc alors parfois il y a quelques estimations, j'ai vu, selon lesquelles globalement le Reform aurait une majorité, du moins une majorité relative. J'ai même vu une estimation qui pensait que carrément le Labour, les travaillistes et les conservateurs ne seraient même pas dans les 3 formations politiques ayant le plus de représentants à la Chambre. C'est-à-dire qu'il y a certains partis qui ont un tel ancrage électoral, une telle particularité électorale que dans certains coins c'est du l'Écosse pays, ou le Pays de Galles. Voilà, l'Écosse, le Pays de Galles, même les Verts par exemple sont très populaires aussi au Pays de Galles ou en Écosse, et dans ces coins-là ils sont difficiles à déboulonner, et alors que les conservateurs et les travaillistes, eux, qui sont un petit peu plus présents, mais alors les travaillistes, ils avaient une espèce, quand vous regardez la carte de l'Angleterre, qui est une espèce de long machin là, vous avez une espèce de médiane centrale qui descend, qui était là où il y avait toute l'industrie, c'était là où étaient les partis travaillistes pendant un siècle, quoi. C'est là. C'était enfin Nigel Farage casse totalement ce clivage. C'est ça, les gens dans cette épine centrale là, ils votent de plus en plus réforme, quoi. Ouais, absolument. Et alors, c'est pas tout, parce que récemment, il y a eu des élections partielles. Alors, c'est ça qui est intéressant. Alors voilà, ça c'est intéressant. Donc c'est des conseillers. Je vais pas rentrer dans le détail de ce truc-là, mais enfin c'est conseillers locaux, départementaux, etc. C'est un peu l'équivalent de ce genre de choses-là. Conseil général, allez. Voilà, exactement. Donc dans le pays, il y a 18 000 conseillers, en gros, un petit peu plus. Mais pour cette élection partielle, il y avait 1637 postes qui étaient en jeu, donc moins d'un dixième du total. Mais sur ces postes, le Reform est le parti qui, de très très loin, en a obtenu le plus, avec 667 sièges obtenus, soit 667 de plus qu'auparavant. Ils n'en avaient aucun sur ceux qui étaient mis en jeu. Donc ce sont les conservateurs qui ont le plus perdu, passant de 993 à 317. Donc ce qui illustre très bien vraiment le shift, le changement qui a opéré entre le vote conservateur et le vote Reform. C'est la vraie question qu'on peut se poser en Angleterre, c'est le parti conservateur est devenu une espèce de parti de gouvernement à la chrétien-démocrate un peu molle, vous voyez, tout ça, et a cessé d'avoir les valeurs du conservatisme qui étaient ancrées dans la campagne profonde, avec la dame qui s'occupait du parti local. Et donc
ils sont devenus des étrangers à la campagne anglaise. Oui. Et ce que fait Réforme, c'est que dans le fond, il dit, moi, je suis le vrai parti conservateur. Et ils sont faits. On a eu une prise de contrôle du parti conservateur par des espèces de nuques sans intérêt, là. Mais maintenant, moi, je vais revenir aux racines du conservatisme. Oui. C'est-à-dire qu'il dit pas que... Il dit que le parti conservateur, c'est un peu comme les gaullistes chez nous, quoi. Ouais. Quand je vois tous ces gens qui ont à peu près autant de courage... Je sais pas, qu'est-ce que je pourrais trouver de pas vrai, il y a des gens qui n'ont pas de courage, quoi, courage fuyant, quoi, c'est un peu ça, qui n'ont aucun courage, qui se prétendent gaullistes. Ça me fait rigoler parce que je sais qu'en 1940, ils auraient tous été au gouvernement du maréchal Pétain, quoi. Donc, ce que je veux dire, donc, vous avez toute une série de gens qui se prétendent churchilliens, comme Johnson, ou gaullistes, et qui sont dans le fond des grosses couilles molles, quoi. Qui sont des pleutres. Qui sont des pleutres. Et donc, c'est cela que le peuple est en train de chasser. Ouais. Très bien. Et c'est pour ça, c'est le genre, comment dire, ce scrutin, vous pourriez me dire, bon, ça n'a pas grand intérêt, on parle de conseillers locaux. En tout cas, c'est un tremblement de terre en Angleterre. Mais oui, là-bas, c'est vraiment intéressant parce que ce que ça permet de faire, c'est d'analyser le vote électoral en fonction de la sociologie. Et là, on est vraiment plutôt dans la campagne anglaise plutôt conservatrice. Oui, c'est le Kent, voilà, c'est tout ça, quoi. Exactement. Donc, c'est des gens, ils ont toujours voté conservateur. Les conservateurs ont toujours eu des grosses majorités dans ces coins-là. C'est eux qui quittent le parti conservateur, c'est le parti conservateur qui les a quittés en essayant de devenir comme il avait été le travailliste avant, avec Blair et tout, des gens lancés dans le monde, des citoyens du monde et tout. Et les conservateurs, dans la campagne anglaise, ils n'ont pas du tout envie d'être citoyens du monde. Mais alors pas du tout. Hein. Mais d'ailleurs, c'est une question qui revient beaucoup dans le débat anglais. C'est, en gros, on reproche aux conservateurs de se dire conservateurs, mais que veulent-ils conserver réellement ? Mais c'est la question qu'on se pose. Voilà. Oui. Ils sont incapables de citer des valeurs, des principes qu'ils veulent conserver. Ils veulent pas conserver le peuple anglais, visiblement, ils en ont rien à faire. Ils veulent pas conserver la souveraineté anglaise. Ils veulent pas conserver quoi que ce soit. Donc, ils étaient contre le Brexit. Ouais. Donc vous vous dites, ben oui, c'est... Donc là, une fois, on voit donc... Vous savez, les conservateurs, c'est un peu ceux qui font rentrer l'histoire dans la politique, c'est-à-dire que vous prenez ce que vous avez appris de l'histoire et vous le reportez, vous gardez ce qui est bien et vous essayez de sortir ce qui est pas bien, mais vous le faites doucement et tout. Bon, les socialistes, les Labour, c'était des gens qui disaient on va changer le futur. Eux, ils disaient non, on va prolonger le passé dans le futur et ça continuera à aller bien, quoi. Oui. Et les conservateurs depuis Blair, qui était un Labour, mais on avait décidé de... C'est comme dans l'Église, si vous voulez. Vous avez l'Église étendard du monde, et puis l'Église, comme disent les jésuites, doit se mettre dans le monde. Mais dès que l'Église va dans le monde, moi je pars dans l'autre sens, parce que ça ne m'intéresse pas du tout. Une Église qui est dans le monde, je peux aller m'inscrire au Parti Socialiste, ça ira très bien, quoi. Oui, des organisations qui sont dans le monde, il n'y a que ça. Donc, il y a que ça partout. Pour une fois qu'on en a une qui était en dehors du monde. Exactement. Donc, le conservateur, ils étaient un peu en dehors du monde. D'ailleurs, ils avaient leur Église à eux, qui s'appelait l'Église anglicane. Et qui était... le roi était le chef de l'Église. Et c'était marrant parce que le roi, ou la reine, était le défenseur de la foi. La foi. Donc, il n'y en avait qu'une. Et maintenant, Charles III, là, il a décidé d'être le défenseur des foi. Parce qu'il y en a plusieurs. Ouais. Et donc, par exemple, là, à Pâques, il a envoyé un message de félicitations à tous les chrétiens en Angleterre, ce qui est la moindre des choses, puisqu'il est chef de l'Église. Mais il a aussi beaucoup félicité les juifs et les musulmans, dans le même message. Ouais. Et alors les gens disaient, écoutez, les juifs et les musulmans, ils ne croient pas à la résurrection. Hein. Ouais. Donc, pourquoi vous les félicitez ? De quoi vous les félicitez ? Oui. Donc on sent bien que toute cette classe qui était à Westminster autour de... Ils ne croient plus en rien, si ce n'est une espèce de tolérance. Et comme disait Claudel, qui était un homme qui pensait mal, bien sûr, mais... Il disait, la tolérance, il y a des maisons pour ça. Il n'a pas tort. J'en ai marre de la tolérance. Ouais. Non, mais c'est vrai que cette classe politique est plus du tout en état de représenter ce peuple. Rien. À cet égard, Farage me fait beaucoup plus penser à un conservateur historique que les conservateurs.
eux-mêmes. Pour moi, il me fait beaucoup plus penser à une Margaret Thatcher, à un Churchill. Voilà, pas pour les mettre au même niveau, mais en tout cas, il me paraît plus proche de ces personnalités-là que ceux qu'on retrouve au Parti conservateur. Mais vous avez comment l'Angleterre a tourné pendant des siècles autour de ses pubs. Vous mettez Farage dans un pub, il est parfaitement à sa place. Il est comme un poisson dans l'eau. Comme un poisson dans l'eau, il boit une bière, il va parler à tout le monde. Exactement comme ça se passait. Vous mettez un sur Rishi Sunak dans un pub, il ne comprend rien. Les travaillistes, ils ne sont pas très à l'aise non plus. Parce que, bon, donc, si vous voulez, le centre du Parti conservateur anglais, c'était quand même le pub du village, quoi. Oui. Mais Farage, bien sûr, c'est fait pour lui. Oui, bien sûr. Il est né là, quoi. Absolument, c'est son environnement naturel. Ouais. Et j'avais vu aussi une statistique il y a pas très longtemps. Alors, je voudrais pas dire de bêtises, donc je vais pas citer la statistique, mais j'avais vu que lors de la Seconde Guerre mondiale, les étudiants qui étaient à Eton, c'est-à-dire vraiment l'école de référence de la classe dirigeante. De la classe dirigeante, exactement, de la classe dirigeante anglaise, avaient statistiquement beaucoup plus de morts que le reste de la population britannique. Et vous savez que ça s'était passé la même chose à Harvard pour la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait eu beaucoup plus de morts d'Harvard en pourcentage, etc. Mais que pour la guerre du Vietnam, il n'y en avait pour ainsi dire pas eu. Ouais. C'est-à-dire que c'est là où on a commencé à voir la classe dirigeante commencer à se séparer des conflits qu'elle générait. De dire, ah oui, mais pas mes enfants. Donc exactement. C'est sûr, c'est beaucoup plus facile de s'engager avec les enfants des autres qu'avec les siens. Et voilà. Et donc, c'est exactement ça. Donc, vous avez cette espèce de... Vous aviez... Eton, il faut savoir que la moitié des premiers ministres anglais dans l'histoire, depuis à peu près 3 siècles, sortaient d'Eton. Ouais. Donc, c'était l'ENA puissance 10. C'est ça. C'est l'ENA, mais avec 300 ans d'histoire. Mais surtout, qui s'arrête au bac. Ouais. Eton, ensuite, vous allez à Oxford ou à Cambridge. Oui. Mais vous n'êtes pas... Donc, c'était... Oui, c'était là. Ça avait été créé parce que Windsor, où il y avait le roi, était juste à côté, c'était pour éduquer les enfants des dignitaires du roi. Et ça n'a pas changé. Ouais. Ça n'a pas changé, c'est toujours ça. Ouais. Mais ce qu'il y a de bien en Angleterre, c'est que finalement, plus ça change, plus ça reste pareil, quoi. Et donc, on voit revenir le peuple anglais avec Farage. Ouais. Donc, en plus de ça, avec comme une certaine, ça on l'a commenté aussi, une certaine impopularité de Keir Starmer, il y avait eu cette pétition qui avait circulé, qui avait eu 3 millions de signatures. Mais qui continue, je crois qu'elle monte encore. Hein. Qui monte encore, alors qui, selon moi, va nulle part, mais qui permet de mesurer un peu à quel point il est impopulaire et à quel point les Anglais ont déjà envie de rejouer la partie qu'ils ont jouée en juillet dernier, peut-être pour élire quelqu'un d'autre cette fois-ci. Et en tout cas, c'est sûr que pour le prochain scrutin qu'il y aura, je ne sais pas quand ce sera, mais pour le prochain scrutin, actuellement, Farage est plutôt en bonne position par rapport au reste. Et surtout, il a ce truc extraordinaire dans les pays anglo-saxons, du gars qui un peu comme Trump d'ailleurs encore une fois, qui pendant des années se bat tout seul, sous les risées. Tout le monde se fout de lui. Oui. Et puis il a gagné en Europe, maintenant il crée son parti. Bon, il a fait 1 ou 2 échecs déjà, mais le 3e, ça risque d'être le bon. Et donc, il risque de faire tomber le Parti conservateur. Donc, les Anglais se disent, il est sympa parce qu'il ne se décourage pas. Oui, bien sûr, c'est très inspirant pour avoir un chef d'État. Oui, bien sûr. Pour avoir un chef de gouvernement, c'est très inspirant de se dire, bon, ce gars-là, nous-mêmes, on s'en est moqué pendant des années en se disant, mais jamais il va réussir à faire quoi que ce soit. 15 ans plus tard, vous le voyez toujours en train de se battre, et cette fois-ci, il est plus en position que jamais de l'emporter. Il y a quelque chose d'assez admirable là-dedans. Oui, c'est ça, vous vous dites... Vous savez, il y avait une grande famille en France, je crois, qui s'appelait les Ronchambeau, je crois, qui la devise était « Je maintiendrai ». Ah oui. Je trouve que c'est une très belle devise parce que ça veut dire... Farage, sa devise, c'est « Je maintiendrai l'Angleterre ». Ouais. Je trouve ça au poil. Ouais.
Mais je ne parle pas de jugement de valeur sur lui. Je dis, c'est bien qu'il y ait des gens comme ça qui disent... Oui, bien sûr. Je sais pas, moi, ça me rassure. Mais c'est comme, j'avais vu, c'était juste avant les élections américaines, il y avait ce film The Apprentice qui était sorti sur Donald Trump. Ouais. Alors j'ai vu le film est pas très tendre à l'égard de la personnalité de Donald Trump, il le montre en train de faire des choses innommables, enfin bref. Mais néanmoins, on sort du film en se disant... C'est un mec qui se bat tellement, tout le temps, qui a toujours une telle rage de vaincre, que très franchement, je ne le voyais pas perdre l'élection non seulement ça, mais si vous voulez, c'est comme les officiers pendant la guerre de 14-18. Si vous disiez, bon, vous sortez de la tranchée, les petits, moi je reste à l'abri, personne sortait. Donc il fallait qu'ils sortent le premier. Et on ne peut pas s'empêcher que Trump et Farage... ils sont sortis les premiers, donc si on se dit, on va y aller derrière, voir comment ça se passe. Moi, l'officier qui est derrière, ça m'inspire pas, quoi. Ouais, bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est exactement le genre de réflexion, encore une fois, sur ce qu'on disait, l'engagement des élites du pays par rapport à leur guerre. Trump, il a vraiment cette réflexion-là, et je pense que Farage l'aurait aussi, sur le fait qu'à un moment donné, c'est très facile de se dire on va déplacer des pions sur une carte, on va envoyer 50 milliards à l'Ukraine, etc. pour continuer le conflit pendant 3 ans. Tout ça, c'est très facile. Maintenant, on envoie les fils de qui ? Est-ce que nous, on envoie nos fils ? Est-ce qu'on continue à envoyer les jeunes Ukrainiens aussi ? Surtout comme en Italie ou en Angleterre, dans ces pays-là, quand vous avez un petit enfant qui a 4 grands-parents, mais que c'est le seul petit enfant de ces 4 grands-parents. Alors si vous le faites tuer celui-là, si vous êtes des grands-parents, vous en avez une vingtaine de petits-enfants, comme c'était le cas autrefois, il y en a un qui disparaît, c'est bien triste, mon pauvre monsieur, mais s'il n'y en a qu'un, vous rigolez, vous n'allez pas le faire tuer. C'est sûr, c'est une accélération de la baisse de la démographie absolument titanesque. C'est inouï. Et puis il nous reste l'Allemagne. Il nous reste l'Allemagne. Alors l'Allemagne, il s'est passé un truc, j'avais pas prévu de le mettre dans cette émission, puisque c'est arrivé littéralement ce matin. C'est-à-dire que on avait commenté ces élections il y a pas si longtemps. On se souvient, les Allemands ont voté pour la CDU en premier lieu, qui était présentée par Friedrich Merz. La CDU donc avait fait un petit peu plus de 30%, c'était quelque chose comme ça. Et l'AfD, qu'on pouvait attendre légitimement quasiment au même niveau que la CDU, a finalement fait un peu moins, autour de 22%, quelque chose comme ça. Et au final, Friedrich Merz n'a pas réussi à se faire élire chancelier ce matin. Donc les Allemands n'ont pas de chancelier. Les Allemands n'ont pas de chancelier. Voilà, c'est un peuple bien organisé, mais pour une fois, voilà. Alors c'est la première fois depuis la. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Alors ce qui va se passer, c'est que Friedrich Merz, il me semble qu'il pourrait réessayer de se faire élire, mais je crois qu'il l'a tellement mal pris que finalement il a pas envie de le faire. Et alors, il a échoué à 6 voix près, c'est-à-dire qu'il y avait un accord normalement entre la CDU et le SPD pour le faire élire, ce qui suffisait en termes de voix. Mais il y en a 6 du SPD qui ont trahi. Et il y en a un peu plus, parce que ça a échoué à 6 voix près, mais ils avaient une marge de confort. Donc il y en a à peu près une quinzaine ou une vingtaine dans l'équipe qui n'a pas suivi la discipline. Alors peut-être que c'était organisé pour... Peut-être que c'est l'ancien chancelier... Dans ce cas-là, il pourrait y avoir de nouvelles élections. Alors, il pourrait y avoir de nouvelles élections. En gros, ce qui se passe, c'est que l'Assemblée, donc le Bundestag, a 14 jours pour réagir. Donc, l'issue, c'est soit... Pour mettre dans discipline les 14 qui n'ont pas bien voté. Voilà, exactement. Donc, soit le chancelier est minoritaire, soit il faut refaire des élections. Donc Arzo, voilà, exactement. Donc là, on voit sur la ligne des sondages que je remets encore une fois, le trait vertical qu'il y a eu là en mars, c'était en février-mars, c'était les dernières élections. Donc vous voyez qu'il y avait une certaine marge entre la CDU et l'AfD. Aujourd'hui, cette marge est totalement effacée. Les deux sont donnés à peu près au même niveau. Le SPD, lui, et les sociaux-démocrates, il reste pareil qu'avant. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup plus de lutte lutte au sommet pour savoir qui a la suprématie sur le reste des partis politiques entre l'AfD et la CDU. Alors encore une fois,
si la CDU, avec 30% des voix, n'a pas réussi à élire un chancelier, on doute du fait que l'AfD, avec 25% des voix, réussisse à le faire aussi. Mais enfin bref, c'est-à-dire qu'on est vraiment plongé dans une instabilité permanente. On avait déjà dit, en gros, c'était notre analyse des dernières élections, c'est que... ça ne changeait rien que l'Allemagne était ingouvernable. Voilà, que le moment n'était pas arrivé pour les Allemands, mais que pour autant, le problème, la poussière n'était mise que sous le tapis. Ce qui est effrayant en Allemagne, c'est que vous regardez l'AfD, ils sont quasiment majoritaires en Allemagne de l'Est. Oui. Donc, ce que vous savez, c'est que les autres, ils sont majoritaires en Allemagne de l'Ouest. Oui, tout à fait. Donc, la solution, c'est de rendre son indépendance à l'Allemagne de l'Est. Bah, en tout cas, il pourrait y réfléchir. Comme disait De Gaulle, j'aime beaucoup l'Allemagne, je suis ravi qu'il y en ait deux. Oui, j'aime tellement l'Allemagne, oui. Ouais, c'est ça, exactement. Faut peut-être refaire l'Allemagne de l'Est, moi, parce que nous, on pourrait avoir des très bonnes relations avec l'Allemagne de l'Est. Voilà. On pourrait leur vendre des armes, tiens. Oui, bien sûr. Naturellement. Okay. Donc voilà, les Allemands, j'avais vraiment pas prévu. D'ailleurs, personne n'en parlait. C'était sûr qu'il allait être chancelier. Il y avait aucun doute là-dessus. Et là, coup de théâtre. Et bien finalement. En tout cas, c'est pas pour tout de suite. Et il y a une vidéo qui circule de Olaf Scholz qui sort du Parlement, qui d'abord fait une tête un peu dépité, comme si c'était c'est terrible ce qui se passe. Et puis après, il a l'air de regarder un collègue en se marrant. Et on se dit, est-ce qu'il est vraiment étranger à la manipulation qu'il y a eu? Ah bah oui, ça, rien n'est impossible. Dans les partis socialistes, ils sont toujours savoir ce qui va donner le prochain coup de couteau dans le dos, c'est quand même le sport national, donc ça ne m'étonnerait pas. Mais c'est très intéressant parce que ça prouve à quel point, en quelques heures, pour revenir à mon thème initial, et à quel point les hommes des bateaux ne peuvent plus gouverner. Ouais. Ça se voit partout, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus aucune légitimité pour gouverner, et leurs électeurs le sentent. Ouais, c'est-à-dire que le projet qu'ils portent, plus personne n'y croit. Ouais, et là-dessus, j'ai trouvé une infographie que je trouve assez intéressante, une carte qui a été partagée par un mec que j'aime bien sur Twitter qui s'appelle Paul Sebi, qui analyse énormément de sondages, etc. Et il avait partagé une carte de l'Europe où on voit en gros dessus, c'est une carte en noir et blanc, où on voit les pays européens dans lesquels on vote à plus de 45% pour des droites nationales. Enfin voilà, ça donne une idée de à quel point les droites nationales sont populaire dans les pays européens, et on voit en comparaison une petite carte, la même carte, mais il y a 20 ans, et on voit à quel point ça a progressé absolument partout, quoi. Il y a peut-être qu'en Pologne où ça a stagné, ou alors ça a très légèrement commencé très fort en Pologne. Oui, ils étaient déjà à 50%, donc forcément c'est compliqué de faire mieux, mais ouais, on voit que absolument partout ça a progressé, et aujourd'hui c'est un phénomène absolument incontournable et comment dire, équivalent dans tout le... Et je vous parle pas de la Turquie, hein. Oui. Parce que la Turquie, c'est le côté aussi, ça. Tout ça est intéressant, donc moi je suis fasciné parce que l'analyse qu'on fait depuis des années, c'est-à-dire qu'on ne peut pas gouverner une nation contre sa volonté, semble se justifier Bien sûr. Alors à chaque fois, c'est-à-dire que juste les choses prennent beaucoup plus de temps que ce qu'on voudrait, parce qu'on a l'impression d'être... Parfois il y a des surprises, comme ce coup allemand, là. Voilà, exactement, tout à fait. Parfois ça prend trop de temps, comme ce qui s'est passé en Angleterre parfois en France il se passe rien. Le fait que la carte change de couleur ne change pas le personnage politique en France, qui est quand même tout à fait un truc assez remarquable qui existe dans notre pays. Voilà, on a bâti un système électoral où quoi que les Français votent, ça ne change rien. Oui, absolument. C'est ça qui est très intéressant sur cette carte, c'est qu'on voit que quand même, globalement, là où la droite radicale et la droite nationale est vraiment importante, les institutions sont mises au courant. Il se passe quelque chose au niveau de la personnel politique il y a 20 ans était le même que celui d'aujourd'hui. Voilà, globalement, c'est la même chose. Il n'y a eu aucun changement. Oui, absolument. Fabius. Oui. on revoit toujours les mêmes. On prend les meilleurs de l'époque, on les met au Conseil constitutionnel ou au Premier ministre, comme ce bon Bayrou. Bayrou, il était là il y a 40 ans, donc lui, c'est... Ouais. Donc c'est intéressant, mais enfin on voit la solidité de la Constitution de la 5e, ou quoi que pense le peuple,
finalement, ça n'a aucune influence sur le système politique. Voilà, c'est quand même vachement ça prouve la solidité du système. Ça prouve la solidité. Voilà, on a bâti un système qui est très, très insensible aux volontés du peuple. Très résilient. Très résilient. Tellement fait pour le corps politique et assez peu pour le pays. Ah, c'est bien fait, la 5ème République, quand même. Avec toutes les modifications qu'on a ajoutées pour vraiment bien verrouiller le truc comme il faut, ça marche très très bien, ça marche du tonnerre. C'est impeccable. Donc voilà, je crois que... C'est pour ça que notre pays va de mieux en mieux d'ailleurs, parce que c'est des gens de politique qui ont une vision à long terme. Oui, absolument. Ouais. Long terme, notamment ce qui va se passer dans 2 semaines. Tout ça, on pense vraiment très long terme. Voilà, je crois que c'était les 3 théâtres que je voulais évoquer aujourd'hui. Il se passe des choses... Le plus marrant, c'est l'allemand, quoi. Oui, alors le plus marrant, le plus inattendu, c'est vraiment les Allemands, parce que alors ça, personne n'en parlait. C'était même pas une éventualité. Parce que s'ils veulent vraiment trouver une majorité, en toute logique, ils devraient la trouver. Mais là, ça montre à quel point même la gauche a envie de voir un petit peu ce qui se passe en période de chaos. Il n'est pas impossible qu'une partie de la gauche allemande qui soit plutôt favorable à la démocratie, si j'ose dire, la volonté du peuple, et qui se disent ce gouvernement qu'on impose à l'Allemagne n'est pas ce que veulent nos électeurs de gauche. Ouais. Donc il dit il n'y a pas de raison que je le soutienne, et puis on retourne au souverain, et puis c'est tout, quoi. Ouais. Ça serait pas... Imaginez qu'il y ait des hommes de gauche qui aient des convictions, ça peut arriver, hein. C'est arrivé parfois. Ça a pu déjà arriver. Dans l'histoire, il y a quelques-uns comme ça. Ouais. Pas des masses non plus, mais il y en a. Il y en a des biens, comme on dit. Voilà. Bon, je vous remercie bien sûr de nous avoir écoutés. J'espère que ces émissions vous passionnent toujours autant, que vous nous écoutiez en train de faire le ménage, d'être dans la voiture en allant au boulot, ou chez votre belle-mère, ou que vous nous regardiez sur votre écran de télé ou de téléphone. J'espère que ces émissions vous passionnent toujours autant. Je vous remercie encore une fois. Merci encore. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur l'Institut des libertés. Merci beaucoup.